Bonjour, c'est la Bilipo, voilà, les mêmes qui vous accueillent et merci d'être avec nous, même si on ne sait pas qui vous êtes. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour, grand jour. On lance en partenariat avec l'Université de Montpellier 3 et sous la direction de Marie-Ève Terranti, qui est professeure et membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste des relations entre la presse et la littérature. Donc la Bilipo s'est associée à Marie-Ève pour vous proposer sur l'année 2021 un cycle de rencontres qui va valoriser un peu les ressources et l'histoire de la presse. Et pour ce qui nous concerne, bien sûr, un focus toujours renouvelé sur le fait divers, le crime et son traitement médiatique. Alors on va remonter un petit peu aux origines avec notre première rencontre. Il y aura 2 rencontres avant l'été et 2 rencontres pour la fin de l'année. Donc notre première rencontre aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir Amélie Chabrier, qui est maîtresse de conférences à l'université de Nîmes, qui travaille sur la culture populaire et médiatique et qui donc a écrit beaucoup d'ouvrages et rédigé beaucoup d'articles. Et aujourd'hui, elle va revenir sur une très célèbre affaire criminelle qu'on a connue sous le nom de crime de Pantin, mais qu'on connaît aussi sous le nom de la célèbre affaire Troppmann. Donc en 1869, là on remonte le temps, et cette affaire criminelle a été l'une des plus médiatiques du Second Empire. Amélie va donc nous raconter un petit peu cette histoire et surtout le traitement dans la presse. Donc c'est un peu l'ancêtre avant les grands journaux d'affaires criminelles. Amélie Chabrier, merci. Et puis la parole est à vous. Voilà. Merci beaucoup, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de revenir à la Bilipo pour cette conférence, même si c'est une visite virtuelle. Donc, j'espère que l'expérience va bien se passer et j'invite les gens qui suivent le live à laisser, s'ils en ont, des questions ou des interventions à l'écrit à Sylvika et Camille Hérault qui sont en régie. Et qui permettront en fait la discussion à la fin de la conférence s'il y a donc des questions. Avant de commencer, je tiens d'ailleurs à les remercier toutes les deux de l'invitation. Je suis très contente de participer à ce cycle sur presse, faits divers et sensationnalisme à l'initiative de Marie-Ève Terranti. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Sylvie l'a un petit peu présentée. Moi, ça a été ma directrice de thèse il y a quelques années. C'est aujourd'hui ma collègue à l'université de Montpellier. Je travaille à Nîmes, mais on travaille ensemble dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le RIRA 21 à Montpellier. Et Marie-Ève Terranti, c'est quelqu'un qui a été à l'initiative de recherches novatrices sur presse et littérature, ce qui a permis des gens comme moi ensuite de soutenir sous sa direction et en littérature une thèse sur la chronique judiciaire au XIXe siècle. C'est un sujet pour le moins incongru d'un point de vue de littéraire si l'on ne prend pas en compte qu'à partir du XIXe siècle, le support de lecture numéro 1 et donc aussi le principal moyen pour vivre de sa plume, c'était le journal. Donc, à ce titre, je ne peux que rappeler un ouvrage qui est très important et qui va s'afficher normalement à votre écran, qui s'appelle La civilisation du journal, qui réalise en fait une histoire à la fois culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, sous la direction donc de Marie-Ève Terranti, Alain Vaillant, Philippe Régnier et du très regretté Dominique Khalifa, que je vais aujourd'hui forcément beaucoup citer. Dès ma thèse, donc, je me suis intéressée aux récits de crimes dans la presse par le biais des procès. Alors, sous des formes informatives, comme les longs comptes rendus sténographiques d'audience, sous des formes fictives, comme les romans judiciaires, et bien souvent, pour un lecteur du XXIe siècle, sous des formes très ambiguës, parce qu'elles mélangeaient information et fiction.
Au cours de ce travail de thèse, j'ai forcément rencontré l'affaire Troppmann. À vrai dire, c'est même l'un des premiers grands criminels du 19e siècle que j'ai côtoyé, tant son nom ressortait aussi bien chez les aficionados de lecture criminelle, me disant « Ah oui, tu vas travailler sur Troppmann alors ah oui, c'est connu », que dans la bibliographie critique qui s'affiche sous vos yeux. Donc c'est juste une petite partie de cette bibliographie, mais il faut savoir qu'elle est très conséquente. Alors c'est d'abord les historiens qui ont travaillé sur l'affaire, notamment Michel Perrault, Anne-Claude Ambroise Rendu, mais aussi les historiens donc en histoire culturelle, Dominique Khalifa avec son ouvrage L'encre et le sang, et aussi un mémoire de recherche très intéressant et très fourni d'Olivier Isaac, que je vais beaucoup citer aussi aujourd'hui. Bien. Donc Troppmann, c'était donc l'une, voire la plus grosse affaire criminelle du 19e siècle, avec, j'en suis sûre, quelques autres noms que vous connaissez, Fualdès en 1817, Lassner en 1835, Marie Lafarge en 1840, qui ressortaient comme ça un peu du lot. L'importance de cette affaire pour ce cycle de conférences se mesure en une seule phrase que je vais emprunter à Anne-Claude Ambroise Rendu. Il est d'usage de dater la véritable naissance du fait divers de 1869. Alors, l'historienne précise immédiatement que ce point de départ est avant tout symbolique, car les différentes mutations que connaît la presse à la fin du Second Empire ne sont pas toutes concentrées, évidemment, sur l'année 1869. L'événement que représente en soi la médiatisation de cette affaire criminelle a été permis par tout un ensemble de changements antérieurs, amenant à une conséquence majeure dans l'organisation des journaux. À partir de cette période, le fait divers devient un élément à part entière du contenu rédactionnel et informatif de la presse nationale. Or, cet assassinat multiple, je commence un petit peu à en parler, 8 victimes, on y reviendra, est systématiquement associé à un autre nom, celui d'un journal, qui va véritablement la constituer en affaire. D'ailleurs, à l'époque, on n'emploie pas vraiment ce terme d'affaire. On lui préfère souvent le terme de cause célèbre. Et affaire, c'est un terme qui va plutôt émerger à la fin du siècle et durant la Belle Époque. En même temps que le petit journal donc crée cette affaire, il va inscrire son propre nom dans la modernité journalistique. C'est donc le petit journal qui est associé à cette affaire Troppmann. Sans plus de préambule, je vous propose donc de replonger grâce à des images d'archives en septembre 1869 pour faire connaissance avec Jean-Baptiste Troppmann, jeune mécanicien de 19 ans, ayant assassiné la famille Quinque au grand complet, le père, la mère et leurs 6 enfants. Je souligne au passage, comme aujourd'hui, ce voyage dans le temps est devenu accessible à tous grâce à la numérisation de nombreuses collections très précieuses. Alors c'est bien sûr Gallica, c'est aussi Retro News pour tout ce qui concerne la presse ancienne, et Criminocorpus, dont vous voyez le petit logo ici, qui fournit aujourd'hui tout un tas d'expositions, c'est aussi une revue en ligne sur le crime, des bases de données très utiles, notamment sur les complaintes criminelles, et Criminocorpus qui travaille en bonne intelligence avec la Bilipo. J'en profite d'ailleurs pour saluer Catherine Chauchard, que les lecteurs de la Bilipo connaissent bien et qui a beaucoup participé en fait à ce partenariat avec Criminocorpus. Pour cette présentation, j'ai donc puisé dans ces fonds de Criminocorpus et de Gallica, permettant une immersion immédiate dans les imprimés d'époque. Alors, en préparant cette conférence, je me suis dit qu'il me fallait choisir un fond, un décor de circonstances. Spontanément, mon choix s'est porté sur une large titraille à dominante de rouge et de noir, comme vous le voyez ici. Cette anecdote peut prêter à sourire, pourtant, elle est déjà une marque de notre manière de percevoir le crime. Nous représentons le crime par le biais de sa médiatisation. Tout un imaginaire du crime circule de média en média,
Alors aujourd'hui, cet imaginaire, il est très varié. On peut citer des journaux télé, les journaux papier, les magazines télé, les séries policières, les magazines spécialisés, comme ici par exemple, qui est un magazine spécialisé sur le fait divers sur TMC, les films de genre, les jeux vidéo, les jeux de rôle. Bref, toute cette culture médiatique, transmédiatique, on pourrait dire, informe notre manière de penser le crime. Et donc, jusqu'à avoir informé mon choix de décor, de présentation de cette conférence qui pourtant nous semble tellement naturelle. Ainsi, si Tropman avait commis son crime en 2021, probablement que la photographie qui ferait la une du Nouveau Détective et par laquelle nous découvririons son abominable forfait ressemblerait à ça. Une tête hagarde et mal cadrée, empruntée à son compte Facebook ou fournie par un proche et dont les techniques de retouche, c'est-à-dire de gros plans, de détourage, de floutage, permettraient d'incarner sa férocité, sa monstruosité. Ce qu'on regarde ici, ce n'est pas le visage du criminel un tel ou un tel, mais le visage de la criminalité incarnée. Le sensationnalisme du magazine criminel de 2021 se construit ainsi. J'ai pris l'exemple du Nouveau Détective. Donc il se construit ainsi, entre autres aujourd'hui, grâce à la photographie et à ce travail sur l'image, propre à figurer le crime et qui circule dans d'autres médias, comme par exemple le film d'horreur, avec l'emblématique Blair Witch Project et sa célèbre caméra tremblée qui, dans les années 2000, filmait en gros plan des visages terrorisés. Alors, j'ai parlé du visage de Tropman. Sait-on à quoi ressemblait Tropman? Oui, nous le savons, grâce, entre autres, à cette photographie prise dans la cour de la prison de Mazas et conservée dans les archives de la préfecture de police. À côté, une autre photographie liée à ce dossier. Une partie des victimes, donc Madame Quinck au centre, et 5 de ses enfants, retrouvés enterrés dans le champ de Pantin. La photographie date du lundi 20 septembre 1869, jour de la découverte macabre. Manque encore ici le père et l'aîné de la famille, qui seront retrouvés plus tard, notamment en Alsace, près du domicile de la famille. Pourtant, bizarrement, ce n'est pas l'image que les gens de 1869 ont eue. Alors, sauf pour les rares personnes ayant pu l'acheter sous forme de carte postale. Cette photographie est antérieure au système anthropométrique de Bertillon, qui se met en place pour enregistrer et conserver systématiquement une image de tous les criminels en 1888, chose qui n'est faite que en 1869, que pour les grands criminels. Pourtant déjà, la pose est assez semblable à celle qu'imposera Bertillon, mais sans les instruments de mesure visant donc à prendre les mesures du corps du criminel et à permettre son identification. C'est cette pose figée, rigide, qui, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1930, incarnera la criminalité. Alors, ayant écrit avec Marie-Ève Terranti un livre sur le magazine Détective, premier magazine photographique consacré aux faits divers et qui date des années 1930, dont le créateur est Gaston Gallimard, mais ça, il ne le dit pas puisque c'est sous un faux nom que le magazine est publié. Immédiatement, des souvenirs de une me sont revenus en tête à la vue de la photo de Tropman. Ici, par exemple, en 1937, la photo choisie de Weidmann suit les codes de l'anthropométrie et se décode immédiatement comme une photo de criminel, d'autant plus que d'autres indices dénotent évidemment immédiatement le crime.
le gros titre du magazine et le titre du numéro. Vous voyez que je me suis permis un petit montage, Weidmann-Tropman. Le rapprochement peut paraître gratuit, il ne l'est pas tout à fait, puisque à l'occasion de l'affaire Weidmann, on va faire de nombreux parallèles avec le tueur de 1869, notamment par rapport au tropisme qui va se développer sur les mains du tueur. En 1869, la presse va beaucoup écrire sur les mains du tueur Tropman qui étonne, et ce même détail va revenir pendant l'affaire Weidmann. D'ailleurs, certaines photos dans le magazine Détective ne dénotent le crime que grâce à cet entourage textuel que l'on voit ici, et donc ce dispositif sensationnaliste. Marc Renville, travaillant sur des reportages qui traitent des criminels aliénés, en fait d'ailleurs une démonstration éclairante. Enlevant les légendes et les titres aux photos, ne restait plus en fait que des images anodines de maisons, de rues, de silhouettes qui, lues au sein du dispositif du magazine, suscitaient pourtant effroi et pitié. Quant aux photographies des corps meurtris, les petits corps, donc notamment des victimes qu'on a vues à la morgue pour l'affaire Tropman, dans le magazine en 1930, elles peuplent les pages intérieures du magazine. Pourtant, à l'époque, en 1869, le sensationnalisme ne ressemble pas vraiment à notre couverture fictive de détective ou à ses doubles pages, pour une première raison d'ordre technique. Avant 1890, et par exemple des expériences menées par Nadar d'interviews photographiques ou de reportages de guerre publiés dans des journaux spécialisés comme l'Illustration, les images de presse ne sont pas des reproductions de photographies, mais essentiellement des dessins et des gravures. C'est d'ailleurs surtout à la fin du XIXe siècle que les grands journaux lancent des suppléments illustrés qui vont présenter en page de une accidents et crimes spectaculaires. Tout le monde a certainement en tête ces magnifiques gravures du petit journal illustré, des trains qui déraillent, des incendies, des défenestrations, des coups de revolver à bout portant, des rixes à coups de poignard. Bref, ces images-là, elles sont ancrées dans notre imaginaire, mais elles sont postérieures à notre affaire. Sporadiquement aussi, des journaux hebdomadaires illustrés consacrés au crime apparaissent, comme par exemple le fugace Journal d'Écosse célèbre dans les années 50, ou encore le Tribunal illustré qui date des années 80, mais sans vraiment durer. Si des images de Tropman en 1870 existent et circulent bel et bien, ce n'est donc pas essentiellement dans la presse, mais dans des imprimés populaires non périodiques, ce qu'on appelle en fait des canards, c'est-à-dire des nouvelles qui circulent sur des feuilles volantes, avec notamment des illustrations et des complaintes, autrement appelées d'ailleurs images d'Épinal. Alors, ici, donc, vous avez un exemple de ces occasionnels, autrement appelés canards. Vous voyez que des tourments de Jean-Baptiste Tropman à la photographie que l'on vient d'observer, il y a tout un monde. Ce dessin a été produit par une imprimerie spécialisée dans l'imagerie populaire. Alors, celle-ci, elle est située à Metz, mais c'est ce qu'on appelle donc une image d'Épinal, parce que au départ, la production de ces images était, les lieux de production se trouvaient à Épinal. Donc, ces dessins contenaient quoi? Ils contenaient des vies de saints, des contes, des légendes, illustrées et racontées sur des feuilles volantes. À ces séries de thèmes populaires, il fallait bien sûr ajouter les grands criminels. Et Tropman, dès 1870, et son exécution rejoint ses prédécesseurs, parmi lesquels donc Cartouche, les assassins de Fualdès ou encore Lassner. Ici, vous avez donc 11 vignettes qui racontent en images, avec un court texte très simple, la vie de Tropman. Alors, si je pars du haut, j'ai d'abord une vignette qui représente son enfance, puis son apprentissage en tant
que mécanicien. Vient ensuite la rencontre avec la famille Kink, puis on arrive directement au premier assassinat, celui du père. Vient ensuite le moment du crime crapuleux, où Tropman va essayer donc de récupérer l'argent qu'il veut voler à la famille Kink, puisqu'il s'agit avant tout d'un crime crapuleux. On bascule de l'autre côté pour observer donc les corps des victimes déterrés dans le champ de Pantin. Puis vous avez l'arrestation de Tropman, son procès, et enfin son exécution dans la petite vignette tout en bas. Mais en fait, ce qui saute aux yeux, ce ne sont pas évidemment ces 11 petites vignettes, et ce qui justifie aussi le titre, c'est bien sûr l'image centrale représentant l'assassin en enfer, poursuivi par les fantômes de ses victimes, entouré de diables ricanants, accompagné des armes et des armes de ses crimes. On distingue au milieu des flammes une pelle, une pioche, un couteau. Il semble en fait fuir et souffrir pour l'éternité. Cependant, Tropman ressemble moins à lui-même qu'à la lignée des grands criminels qu'il vient d'intégrer, cette scène infernale étant totalement, complètement stéréotypée, hein. Les flammes, les fourches, les couleurs, les diables, la fuite et au loin, en haut, la Sainte Trinité, bien sûr inaccessible. Alors, cet autre exemple, malgré la facture très différente, ne fonctionne pas différemment. Donc ici, comme vous le voyez, c'est une série d'estampes, également imprimées à Épinal, chacune représentant un moment fort de cette affaire, raconté chronologiquement. On peut voir en haut que les planches sont numérotées. Ainsi, par exemple, même si le cadavre du père dans la chronologie réelle a été retrouvé 2 mois après les premières victimes, dans cette version, l'assassinat est raconté avant celui du reste de la famille, dans ce récit fait a posteriori, en 1870, après l'exécution du meurtrier, et qui remet donc tous les éléments dans l'ordre chronologique. Jean-Baptiste Tropman empoisonne Jean Kink dans la forêt. C'est la vignette, donc c'est la planche numéro 143. Puis vient Tropman assassine Madame Kink et ses enfants, numéro 144. Même si on le voit bien, hein, les dessins ici sont très différents du canard qu'on a observé précédemment, les poses sont tout autant convenues. La gravure permet de placer les lecteurs au cœur de l'action, au cœur du crime, mais sans pour autant singulariser le criminel. Au contraire, elle semble l'intégrer à une iconographie familière qui ici évoque les illustrations des romans d'aventure, peuplés alors de brigands qui détroussent les voyageurs en forêt, ou attaquant en banlieue des jeunes femmes sans défense. On sait d'ailleurs que dans les canards, les compositeurs réutilisaient fréquemment les mêmes bois pour illustrer des histoires différentes. Alors, à cet égard, la scène de l'arrestation de Tropman est particulièrement éclairante. Donc, Tropman a été arrêté dans le port du Havre et pour s'échapper, il a sauté dans l'eau. Et donc, un ouvrier maritime l'a sauvé in extremis. La scène de l'arrestation, ici, si j'enlève en fait la partie textuelle, c'est-à-dire le titre, le crime de Pantin et arrestation de Tropman au Havre, évoque spontanément une scène de sauvetage dont la victime serait le jeune homme sorti des eaux et non pas un criminel. Les traits du noyé n'ont plus rien d'agressif, la pose est victimaire, quasi christique. Or, il s'agit bien de notre tueur, ce que nous confirme et nous raconte le petit texte qui vient appuyer l'image. Alors, les deux scènes suivantes sont tout autant stéréotypées. Donc, ce sont des canards qui représentent 2 moments forts de tout geste criminel. D'abord, le jugement et la condamnation de Tropman, et ensuite son exécution. Le décor,
prime sur le criminel, qui au fond est interchangeable. D'ailleurs, sur cette image, on peut se demander où est Troppmann. Est-ce qu'il est en train de témoigner? Est-ce qu'il est au banc des accusés? La scène de tribunal est entourée ici d'un compte-rendu de l'audience imitant la façon des factums, c'est-à-dire des textes, le texte judiciaire, mais en réalité bien plus digeste que le document judiciaire original. Quant à la représentation du spectacle de la guillotine, l'assassin y est presque magnifié, transfiguré. Ne ressort que sa jeunesse, mise en valeur par sa chemise ouverte, par ses épaules et son poitrail à demi nu, et par son port de tête altier. On ne choisirait pas meilleure illustration pour le héros de Stendhal, Julien Sorel, après son coup d'éclat au tribunal. Ainsi, l'image de Troppmann semble complètement fluctuante, autant fluctuante en réalité que l'orthographe de son nom au début de sa médiatisation, que l'on voit écrit aussi bien avec un ou deux P, un ou deux M, avec un O ou avec AU. Sur la base de données de Criminocorpus, c'est ainsi plus de 50 feuilles volantes, illustrations avec complaintes, factums ou récits que l'on peut consulter, disséminés dans toute la France. Mais combien de ces canards ont été en réalité perdus, jetés, détruits? Ce sont des supports fragiles, non pérennes, des traces fugaces de la culture populaire de ces années 1870. Et même s'ils se consomment encore beaucoup, ils vont connaître, à partir justement de ces années, une concurrence de plus en plus forte avec l'émergence d'une presse populaire, ce qu'on va appeler la petite presse. Donc je vais maintenant en venir à la question de la convergence entre l'affaire Troppmann et le petit journal qu'on lui associe très souvent. Alors, contrairement aux grands journaux anciens comme le Journal des débats ou encore le Constitutionnel, ou comme un journal plus récent, mais non moins sérieux, Le Temps, le petit journal n'est pas un journal d'opinion. Il ne parle pas de politique et entretient une image de proximité avec ses lecteurs par l'entremise de son chroniqueur vedette, Timothée Trim, qui accueille donc les lecteurs chaque jour dans son article de tête. Il est ici sur votre écran. Sur le ton de la conversation badine, il s'emploie à créer au quotidien une vraie communauté de lecteurs autour des menus faits qui occupent la capitale et aussi autour de récits de crimes. Dans la grande presse politique, le crime n'a en réalité encore que peu de place, si ce n'est dans la case feuilleton réservée à la fiction. Les mystères de Paris ou le conte de Monte Cristo, qui date de bien avant, puisqu'on est dans les années 1842-1843, ont été publiés dans le journal des débats, dans la case feuilleton. Également, dans la grande presse, on trouve des récits de crimes dans les comptes rendus d'audience qui, lors de grands procès, sont un peu comme un cheval de Troie pour laisser place aux pires détails d'une affaire. En cela, malgré son austérité, la presse judiciaire spécialisée, comme la Gazette des tribunaux ou Le Droit, qui sont fondées dans les années 1830, font office de réservoir et répertoire criminel, puisqu'ils rapportent quotidiennement, par le biais de comptes rendus d'audience, l'actualité criminelle française. Mais ces journaux restent chers, ils sont peu lus, ils sont spécialisés. Aussi, la formule du petit journal marque-t-elle un tournant dans la presse quotidienne en accordant autant de place au crime. Le petit journal propose donc à son lecteur un contenu d'actualité divertissant, dans lequel le crime fait une entrée fracassante. De petits faits divers, dans la rubrique Paris, mais aussi départements, sont racontés tous les jours. Certains peuvent d'ailleurs ensuite être repris par le chroniqueur en une pour en donner une lecture détaillée, comme c'est le cas par exemple au début du mois de septembre 1869, donc juste avant l'affaire Troppmann, quand, après avoir rendu compte d'une explosion qui a eu lieu rue Saint-Jacques, le lendemain, Thomas Grimm, puisqu'en réalité il y a un changement de chroniqueur en 1869, Timothée Trim est remplacé par un pseudonyme collectif, Thomas Grimm. Donc Thomas Grimm intitule sa chronique le numéro 54 de la rue Saint-Jacques, et à cette occasion, il va descendre dans la rue
du moins fictivement grâce à sa plume, pour discuter avec les badauds, représentation fantasmée d'une communauté de lecteurs qui a dépassé, depuis 1864, les 100 000 lecteurs. À titre de comparaison, la majorité des titres parisiens ne dépassent pas les 20 000, pour vous donner un ordre d'idée de la masse de lecteurs que ça représente. Le petit journal fait aussi une place importante au procès, qu'il feuilletonise à la manière du roman en bas de page. Alors, on peut évidemment penser que c'est le manque d'espace, puisque la surface de publication a été restreinte, notamment pour baisser le prix. C'est ça qui incite le petit journal à raconter en 4 livraisons une audience s'étant déroulée sur un seul jour, comme par exemple c'est le cas de l'affaire Samson en novembre 69. Mais cette volonté de feuilletonner l'information crée cependant naturellement des effets plaisants pour les lecteurs. Ainsi, au lieu de tout publier d'un bloc, comme le font d'ailleurs les grands journaux pour coller à l'actualité, le petit journal diffère le moment du verdict, redécoupe cette matière judiciaire en épisodes et ajoute à la fin de chaque épisode le célèbre « La suite à demain », créant ainsi naturellement un effet d'attente et invitant le lecteur à racheter le jour suivant le numéro d'après. Par les faits divers, comme par la rubrique judiciaire, l'actualité criminelle peut donc être suivie au quotidien par les lecteurs populaires, ce qui marque une différence fondamentale avec les canards que je vous ai montrés précédemment, nécessairement produits après coup et dont la consommation pouvait être totalement désynchronisée des faits. Ces récits d'actualité ne sont pas éloignés, d'ailleurs, sur la page du journal, d'autres récits criminels, soit fictifs, comme les romans judiciaires d'Émile Gaboriau. Ici, vous avez une publicité pour la célèbre affaire Le Rouge, qui est une fausse affaire judiciaire, et qui va être publiée dans le feuilleton, ou une autre chronique, Les souvenirs judiciaires, qui raconte des affaires réelles, en puisant dans un fond assez récent, celui des recueils de causes célèbres ou de la Gazette des tribunaux, des affaires réelles, et donc qui se sont passées il y a un petit nombre d'années. C'est par exemple le cas du triple assassinat de Saint-Cyr, qui est donc le roman judiciaire qui était diffusé au moment de l'affaire Troppmann. Une fois échappés du journal, ces souvenirs judiciaires deviennent d'ailleurs des romans dans le catalogue notamment de l'éditeur Dantu. Et donc, on voit bien que autant le journal maintient une sorte d'ambiguïté sur le statut de ces textes, autant ensuite, une fois qu'ils sont publiés en livre, ça devient officiellement des romans. Enfin, des publicités avec des gros titres et des légendes promotionnelles vantent aussi bien le prochain procès d'actualité que le futur feuilleton ou les souvenirs judiciaires. Multipliant ainsi des effets de titraille en gras, on voit ici la bande du Mont du Diable, le triple assassinat de Saint-Cyr, l'affaire Le Rouge, ces titres qui attirent l'œil et qui donnent l'impression d'une démultiplication des histoires criminelles au sein même du journal. Alors, en achetant le petit journal, le lecteur se tient au courant de l'actualité, mais surtout, il se divertit. Et cela sans connotation négative. Le petit journal donne un nouvel accès à la lecture de plaisir à des gens qui, jusqu'à présent, n'en avaient ni le temps ni les moyens. Ces gens viennent lire des histoires qu'ils aiment, des histoires de crimes, sous la forme de romans, de souvenirs ou de chroniques judiciaires. Il est ainsi important de se figurer ce pacte de lecture implicite que le journal instaure avec ses lecteurs pour bien comprendre le phénomène médiatique autour de Troppmann et l'importance du petit journal dans l'histoire du fait divers, avant l'avènement d'une presse spécialisée que ce cycle de conférences étudiera ensuite. Je ne minimise pas du tout l'affaire en elle-même. Le nombre de victimes, la quasi-gratuité du geste, puisque finalement, on sait que c'est pour de l'argent, mais les motifs profonds de l'affaire n'ont jamais véritablement été dévoilés. Les victimes qui sont des enfants, la mère enceinte assassinée, la jeunesse de l'assassin, les nombreuses questions restées en suspens justifient déjà le fait que Troppmann soit resté dans les annales du crime et que les magazines criminels du XXIe siècle
puis du XXIe, continuent encore à raconter cette histoire. Mais la médiatisation de l'affaire a aussi concouru à créer l'événement, imposant du texte entre les faits et les lecteurs, métamorphosant l'affaire en texte, en feuilleton, suivi assidûment pendant 4 mois par les lecteurs du Petit Journal. En tout, et je reprends les chiffres à Olivier Isaac, sur les 120 jours de couverture médiatique, de fin septembre à début janvier, un seul jour fera exception dans le Petit Journal en ne parlant pas du tout du fait divers. Alors, observons d'un peu plus près ce phénomène. Ici, vous avez la une du 22 septembre 1869. Pour la première fois, le Petit Journal mentionne la découverte macabre de 6 corps, une femme et 5 enfants, dans un champ de banlieue parisienne à Pantin. La découverte faite par un paysan nommé Langlois date du lundi matin 20 septembre et la nouvelle figure déjà dans certains journaux du mardi 21. À l'image, par exemple, du Constitutionnel qui, dans les nouvelles diverses, lui octroie à peu près une moitié de colonne. Comparativement, donc, le Petit Journal est en retard, mais dès le départ, accorde un traitement conséquent à cette horrible tragédie, puisqu'elle occupe toute la chronique de première page et déborde sur la page 2, soit donc la moitié du numéro. Malgré cela, pour un œil du XXIe siècle, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose de sensationnel. Pas de gros titres, il faut attendre encore la fin du siècle pour que la lecture strictement verticale et par colonne soit abandonnée. Par comparaison, Le Gaulois et Le Figaro, journaux littéraires, mais un peu plus chers, se montrent plus audacieux en publiant exceptionnellement des illustrations. Alors ici, par exemple, vous avez la une du Gaulois, qui publie donc les images des victimes d'après les photographies que je vous ai montrées précédemment. Un autre journal, cette fois-ci un journal régional, c'est le Petit Marseillais, propose aussi un traitement assez audacieux. Construit sur le modèle du Petit Journal, ce journal propose donc une série de portraits mettant à la une les principaux acteurs de l'affaire. Alors d'abord Troppmann, à droite de votre écran. Donc il est arrêté le 23 septembre dans le port du Havre, alors qu'il voulait fuir en Amérique, et cette une date du 28 septembre. Donc 5 jours après, le Petit Journal propose une image du criminel. Viennent ensuite les héros ayant permis son arrestation, le gendarme maritime, Ferron, l'ouvrier maritime, qui a donc sauté pour le repêcher, et, comme vous pouvez le lire, le chien du boucher. Alors, pour celui-ci, on est plutôt surpris, mais en réalité, il s'agit d'un animal qui a aidé à retrouver le 7e corps, celui du fils aîné, un temps accusé par Troppmann d'être son complice, et qu'en fait, on a retrouvé dans le champ un peu plus loin. Pour l'occasion, donc, l'image s'étale sur 2 colonnes, la moitié de la page, et le texte s'inscrit sur une unique, large colonne, évoquant quasiment la mise en page d'un volume de livre. Cette impression est d'autant plus vraie que la gravure réalisée d'après photographie, selon le journal, a de quoi laisser perplexe. À voir ce profil, on pense spontanément davantage aux illustrations des recueils de Cos célèbres, comme ceux d'Armand Fouquier, avec par exemple l'image de Lassner, sourcils fins, moustaches, pommettes saillantes et cicatrices, qu'à la photographie de Troppmann. Cette précision n'est cependant pas anodine, préciser que c'est d'après photographie. Quand le Gaulois ou le Petit Marseillais convoquent la photographie pour commenter leur gravure, c'est pour souligner la modernité de leur journal, pour en célébrer la prouesse technique, participant de la mise en œuvre d'un imaginaire de la modernité journalistique et accompagnant, ou bien souvent précédant même, les évolutions techniques effectives. Mais revenons au Petit Journal. Comment ce fait divers parvient-il pour la première fois au lecteur ? Alors, si on regarde un peu le détail du texte, d'abord, sous le titre, donc, une horrible tragédie, on a un appel à l'indignation. Quelle épouvantable phase d'aveuglement, de barbarie et de haine traversons-nous donc ? On appelle à l'émotion, à l'exagération, car il ne faut pas oublier que comme la lecture est par colonne, il faut capter immédiatement l'attention des lecteurs.
Puis, comme à son habitude, le chroniqueur va à la rencontre des badauds, se fait le porte-parole de la rumeur et laisse un individu qui représente un peu n'importe quel lecteur du petit journal s'adresser à lui et lui apprendre la nouvelle. Ah, vous n'y voulez pas croire, vous non plus, me dit un brave homme que j'interrogeais. J'étais comme vous, je ne pouvais pas ajouter foi à ce que j'entendais. Donc, le crime de Pantin est d'abord un crime local parisien. Les gens ont vu passer les charrettes qui transportaient les corps à la morgue, ils se sont rendus pour les voir, puis sont allés sur les lieux du crime. Le champ de Pantin est même devenu pendant un temps un lieu où des marchands ambulants se sont installés tant il y avait du monde. C'est d'ailleurs là qu'on pouvait acheter les cartes postales morbides. Le petit journal joue de cette proximité en insistant sur le partage d'un même moment, d'un même lieu. Mais symboliquement, c'est le journal quotidien qui va permettre au public cette synchronicité. Le journal va faire vivre sur le même tempo, celui de l'événement, tous ses lecteurs. La réunion du groupe n'est plus dans la rue, mais sur la première page du petit journal, car très vite, l'affaire n'existe plus que sous une forme lisible. Enfin, troisième point que je voulais mentionner sur cet extrait, se dessine à la toute fin de mon extrait un nouveau portrait de journaliste, non plus celui d'un flâneur, mais celui d'un enquêteur. Je me mis aussitôt en devoir de connaître exactement les causes de cette agitation, et voici les faits que j'ai recueillis. Mais en réalité, c'est à partir de la deuxième chronique que l'affaire Troppmann existe vraiment. Pas sous le titre d'ailleurs l'affaire Troppmann, comme l'a bien dit Sylvika, mais sous celui que d'autres journaux vont aussi lui donner, le crime de Pantin. 64 chroniques sur 125 numéros seront consacrées sous cette forme, le crime de Pantin plus un sous-titre à l'affaire. Et comme l'écrit Thomas Grimm, le 5 octobre, jusqu'au moment où tous les mystères du crime de Pantin seront dévoilés, la chronique du petit journal lui sera consacrée. Tous les jours, le crime de Pantin fait la une, s'apparentant au récit feuilletonesque que l'on a déjà croisé, mais portant cette fois-ci directement sur l'actualité. C'est sous cette forme inédite que les lecteurs venus chercher dans le petit journal des textes référentiels divertissants découvrent ce qui devient une sorte de roman d'actualité. Alors, à titre de comparaison, on peut rapidement refaire un bond dans le temps pour ouvrir de nouveaux détectives. Hein, vous l'aurez compris, c'est ma marotte. Saute aux yeux avec ses unes, l'ambiance des romans noirs des années 30 ou même des films de gangsters américains, notamment avec la manière de filmer, de prendre le cliché en plongée. C'est par ce prisme que le milieu parisien est vu, par ce prisme que la mafia américaine est montrée, mais c'est aussi par ce prisme fictionnel qu'elle est rendue crédible aux yeux des lecteurs, vraisemblable. Car ils y retrouvent en fait un même imaginaire qu'ils sont venus chercher en achetant ce titre. Comme l'écrit très bien Mathieu Le Tourneux, le lecteur voit bien que les événements comptés sont réels, mais il les aborde quand même comme des machines fantasmatiques parce que les procédés romanesques le permettent, jouant sur les deux tableaux du plaisir du récit et du regard sur le monde. Ce que veut le lecteur, c'est autant retrouver un univers fantasmatique du crime que de découvrir la face cachée de la psyché humaine et de son monde. Alors, pas de cinéma ou de polar dans les années 1869, mais sans doute déjà pour les lecteurs du Petit Journal, ce même plaisir double à la lecture des récits du Petit Journal, construits selon des références d'époque. Alors, à l'écran, vous avez une petite remarque astucieuse de Thomas Grimm qui peut nous mettre sur la voie des modèles narratifs qui sont utilisés par les journalistes pour raconter un fait divers. À la place, je cite, hein, « Je demandais à Candler, l'ancien chef de la brigade de sûreté, dont les curieux mémoires ont été, il y a une 8aine de jours, si habilement explorés par un de nos confrères. » Donc ici, ce qui est dénoncé de manière malicieuse, c'est certainement un plagiat dissimulé, d'où le jeu de mots entre exploiter et explorer. Les mémoires de policiers sont en effet à la mode dans ces années. On pense aussi aux mémoires de Vidocq. Ces mémoires de policiers se présentent donc comme des récits vrais, par opposition aux romanesques des feuilletons dont l'archétype est les mystères de Paris. Et donc c'est ce modèle ici visiblement qui sert aux journalistes pour
pour décrire le réel, le quotidien. Alors, de son côté, Thomas Grimm emprunte volontiers à d'autres modèles plus romanesques, comme notamment les romans qu'on trouve au rez-de-chaussée, c'est-à-dire en bas de page. D'ailleurs, pendant tout le début de l'affaire, puis au moment du procès, le souvenir judiciaire, donc le feuilleton de la fin du Petit Journal, est supprimé pour faire de la place au roman d'actualité, justement. Cela est mis en scène par le journal lui-même, comme pour indiquer au lecteur la gravité et l'importance de l'événement qu'ils sont en train de vivre en direct. Voici donc un récit des faits sous vos yeux, hein, que Thomas Grimm aime, comme Thomas Grimm aime à les appeler. Nous sommes encore au début de l'affaire et donc Tropman a été arrêté. Les policiers le questionnent et la question qui se pose, c'est l'existence ou non de complices. Alors, comment ces faits sont-ils présentés par le journaliste? Sous la forme d'un récit. D'abord, il reconstitue la soirée du crime. Et c'est comme ça qu'il imagine donc la soirée de Tropman avec Madame Quinck et ses enfants. À 10h, elle retourne à l'hôtel, Madame Quinck. Tropman est là. « Allons, dit-il, allons, votre mari et votre fils vous attendent. » Et ce n'était que trop vrai, Gustave Quinck les attendait, mais dans la tombe. Donc tout de suite vient, en plus de la reconstitution, un autre phénomène qui est typique du roman feuilleton, c'est l'anticipation par le narrateur qui vient créer l'insécurité chez le lecteur, qui vient aussi lui apporter ce petit frisson de plaisir. Très rapidement, dans cet article, on retrouve aussi le stéréotype de la famille heureuse, unie, le plaisir du lecteur qui, comme dans un roman feuilleton, sait avant les personnages ce qui les guette. C'est notamment quand Tropman explique à Madame Quinck qu'elle est en sécurité car il est armé et il montre une petite hachette. Donc pour le lecteur immédiatement pense au crime, alors que le personnage innocent ne comprend pas la situation. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette chronique, c'est que font irruption de nouveaux personnages, les complices. D'ailleurs, ajoute-t-il, j'ai dit à 2 compagnons de l'usine de nous servir d'escorte. Et donc là, le chroniqueur vient valider avant même que la preuve soit apportée, l'hypothèse que le crime a été commis avec des complices, et il l'intègre immédiatement, c'est tous les passages qui sont en jaune, à son récit. Donc, comme l'a écrit Dominique Khalifa, tel qu'il se développe dans le Petit Journal, le fait divers récupère largement l'écriture du Canard, notamment par ses effets de narration fictionnelle, à la différence près qu'en plus, l'écriture au quotidien contribue à produire de l'événement. Cet exemple est très parlant. Donc, le jeudi 30 septembre, le Petit Journal annonce en avant-première, en dernière nouvelle, donc on met en avant la nouveauté du scoop, annonce qu'on a trouvé le 8e cadavre. Conséquence, les ventes explosent. Mais en réalité, ce qu'on va découvrir au numéro suivant, c'est que donc le 8e cadavre qui avait été annoncé est en réalité une fausse nouvelle. On voit bien ici comment se fabrique en réalité l'événement. Surtout dans les creux de l'affaire, quand il ne se passe en réalité plus grand-chose. Pendant 33 jours consécutifs, le crime de Pantin reste à la une, alors que dans la majorité des journaux, après l'enterrement de la famille Quinck, on n'en parle plus systématiquement en une, voire on n'en parle plus du tout. C'est l'occasion donc pour le Petit Journal, sous prétexte d'un titre vendeur, de multiplier les textes périphériques. Le chroniqueur se mue en historien du crime, en pédagogue expliquant le fonctionnement de l'institution judiciaire, inscrivant l'affaire dans une histoire générale du crime en France. De même, le calendrier et ses habituels marronniers sont traités sous l'angle Tropman.
Ainsi, ici, pour le 1er novembre, jour des morts, Thomas Grimm emmène son lecteur dans la prison de Mazas et pénètre virtuellement dans la cellule de Tropman pour lire ses pensées. Ne faisons pas de bruit, car s'il se sentait observé, le criminel, à la volonté de faire, ordonnerait peut-être à son visage de rester impassible. Le criminel à la volonté de faire ne parle pas sans faire dans son silence, dans la réalité, mais le petit journal, lui, continue d'en faire le cœur de son actualité. Ici, c'est pareil pour traiter de la nouvelle année, puisque traditionnellement dans les journaux, on assiste à une chronique pour marquer le passage de la nouvelle année, et ici, le chroniqueur en fait raconte le premier de l'an de 1869 de Tropman avec la famille Quinque, donc un réveillon en famille, puis il oppose à ce réveillon en famille celui du condamné à mort dans sa cellule en 1870, jouant bien sûr de l'effet de contraste. Ces chroniques permettent d'alimenter l'affaire, de maintenir l'intérêt des lecteurs, de maintenir surtout un flux constant caractéristique de la couverture médiatique des grandes affaires telles que nous les connaissons aujourd'hui, a fortiori avec les chaînes d'infos en continu, mais encore vraiment atypique à cette époque et dont le traitement par le petit journal reste plutôt inédit. Quand plus rien d'effectif n'arrive, en octobre et en novembre, les articles, eux, continuent, essentiellement pour maintenir le contact entre les lecteurs et l'affaire. Pour ce faire, le journal populaire recourt non seulement à ces récits fictifs qui évoquent les canards, mais aussi à d'autres ficelles. De même donc que Thomas Grimm se fait le porte-parole des badauds et des rumeurs les plus folles qui circulent, sous prétexte de converser avec ses lecteurs. De même, le traitement de l'affaire dans le petit journal s'organise souvent comme une revue de presse, permettant au journal de se construire l'image d'un journal moderne, centré sur l'information. C'est ainsi que les aveux de Tropman sont racontés ici par une citation d'un article qui est tiré de l'Opinion nationale. Alors, le petit journal donne sa source, nous lisons dans l'Opinion nationale, il met ensuite en relief l'information principale, lui seul est coupable, puis ensuite il va donner textuellement le très long article de l'Opinion nationale. Et enfin vient le dernier paragraphe qu'on va lire ensemble. D'après nos renseignements particuliers, nous pouvons déclarer que l'opinion nationale a été induite en erreur, qu'il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'elle publie et que Tropman n'a fait aucun aveu. Donc, le petit journal sait qu'il s'agit d'une fausse nouvelle, mais d'abord il la publie, avant ensuite de la dénier. C'est donc une rumeur, cette fois-ci journalistique, que publie le petit journal, et c'est encore un moyen d'alimenter à moindre frais l'affaire pour en faire en sorte qu'elle continue à exister, alors que d'un point de vue des faits, plus rien ne se passe. L'affaire, dans un dernier point, je vais maintenant voir comment l'affaire en réalité est construite par tout le système médiatique des années 1869-1870. Le récit de l'affaire s'inscrit donc aussi dans un jeu de circulation des articles entre les journaux, ce qui est l'occasion pour les journaux de commenter la médiatisation en train de se faire. La presse se mettant en scène et se regardant fonctionner, ce qui est vraiment une caractéristique des médias. Les extraits suivants ne sont pas tirés du Petit Journal, mais du Gaulois et du Figaro. Le Gaulois, journal littéraire, mais pour un lectorat un peu plus aisé que celui du Petit Journal, a aussi un pack de lecture divertissant, d'où le recours assez fréquent à de fausses nouvelles. Par exemple ici, il annonce qu'on a trouvé un homme en possession d'une chemise ensanglantée, donc nouvelle piste. Le lendemain, le Figaro se positionne contre le Gaulois, dans l'article à droite de votre écran, tout en donnant une définition assez claire du système de médiatisation sensationnaliste que nous venons de décrire. Donc, le bruit s'est répandu hier soir qu'on avait arrêté un homme ivre, porteur d'une chemise ensanglantée. En ce moment, l'opinion extrêmement agitée voudrait rattacher au crime de Tropman tous les menus événements qu'en d'autres temps elle ne remarque même pas. Nous croyons que les journaux ne doivent pas aider à cette agitation en accueillant, comme certains, tous les commérages qui se font dans la bonne ville de Paris. Donc le Figaro a beau jeu de dénoncer ça, alors que lui-même participe
de cette rumeur et alimente cette rumeur médiatique. Dans cet extrait également, très intéressant, Le Figaro relate une critique faite par un grand journal qui donc dénonce ce qu'il appelle le journalisme actualité, mais qui en réalité, le grand journal, va lui aussi faire circuler cette rumeur. Comme l'écrit Auguste Vitou dans Le Figaro, commentant aussi donc ces changements médiatiques en train de se passer dans les journaux à propos du crime de Pantin, nous marchons dans le sens du journalisme à l'américaine. J'entends par là la prépondérance du renseignement, de l'actualité, de la publicité, en un mot, servie par les deux ailes du monde moderne, la vapeur et l'électricité. Le public a récompensé, dans une très large mesure, tous les efforts qui ont été faits pour satisfaire sa légitime curiosité, comme aussi ses besoins d'émotion et de terreur. Alors, même si on est encore très loin de ce changement effectif qui devient une sorte de stéréotype circulant dans les médias, c'est bien l'imaginaire de la modernité qui s'installe à partir de cette affaire et qui est donc à partir de ces années présentes. Si pour un petit nombre de Parisiens, l'affaire Troppmann a d'abord été une affaire concrète, matérielle, arrivée à côté de chez eux, très vite donc, par cette médiatisation massive, elle est devenue du texte, et des textes sur des textes. C'est pourquoi très rapidement, le nom de l'assassin ou le mot Pantin, crime de Pantin, circule de façon quasiment automatique, autonome, sans plus aucun rapport à l'affaire, mais faisant appel à la mémoire médiatique des lecteurs. Ainsi, peu après l'exécution de Troppmann, le petit journal emmène son lecteur faire une visite à Roubaix, présentée comme un pèlerinage sur les lieux de l'enquête qui vient de se terminer. Donc l'article n'a rien à voir avec l'affaire, mais on y fait quand même référence. On a tellement parlé de la ville de Roubaix depuis le fatal événement de Pantin que nos lecteurs ne seront pas fâchés d'avoir un aperçu de la physionomie de cette ville. Mais c'est bien sûr, surtout dans le domaine criminel, que le nom va être immédiatement remobilisé. D'innombrables nouveaux Troppmann font ainsi leur apparition, et ça dès janvier 1870, donc à peine l'exécution a-t-elle eu lieu, que dans le petit journal, on trouve ce titre, hein, Le Troppmann belge, on lit dans l'organe de Mons, et ensuite vient la description d'un crime. À votre droite, vous avez un crime qui date des années 1890, et donc où on parle d'un Troppmann de 15 ans. Et ici, donc, plus tard, dans le supplément illustré du Petit Journal, on a le Troppmann de Nassandre. Bien. Donc, d'innombrables nouveaux Troppmann font leur apparition. De la même manière que très souvent, les journalistes mobilisent des personnages de la littérature, de comédie ou de conte pour caractériser en un mot un criminel. Par exemple, très souvent, les affaires de viol, on fait référence à Don Juan. Les affaires de crime, d'assassinat, on parle de Barbe Bleue. Troppmann devient une référence dans cette culture du crime désormais partagée par un très grand nombre grâce à la presse. Alors, je vais donc rapidement conclure à partir de cette bibliographie. L'affaire Troppmann, dans le Petit Journal, est donc à ce titre véritablement un point de départ pour le cycle de conférences qui nous intéresse, consacré à presse, faits divers et sensationnalisme. D'un point de vue d'histoire de la presse, il permet d'observer un premier exemple de fait divers à épisode, créant l'événement autant que le médiatisant. Il permet aussi de voir, par comparaison avec d'autres exemples plus modernes, du XXe et du XXIe siècle, à quel point l'imaginaire criminel circule entre les médias, mais aussi évolue en fonction des contextes, et aussi à quel point la question du sensationnalisme dépend de dispositifs liés à cet imaginaire criminel. Enfin, il semble permettre de déceler
malgré des formes contingentes, de grandes structures du régime sensationnaliste propres à la culture médiatique et qui émergent à ce moment-là, dans les années 1870. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amélie. Quel exercice! Et il est Quel 17h timing! pile. 17h pile, j'avoue que je n'aurais pas pu mieux faire. Bravo! Et maintenant, vous pourrez aller boire une grande bouteille d'eau, j'imagine. Je vais commencer par un verre. On a une question qui a été posée, en fait, qui revient, je pense, sur la première image, celle que vous aviez choisie sur les tourments de Troppmann. Oui, Vous très bien, voyez je vais la repasser. on avait les 11 vignettes, donc qui sont tout au début. Oui. Et qui sont, alors c'était une question plutôt sur l'illustration, qui sont, voilà, quels sont les liens entre ces productions narratives dessinées, entre parenthèses Épinal, et la bande dessinée? Est-ce que c'est une question que vous avez creusée au cours Alors, de vos en fait, travaux? je sais que très souvent, donc la bande dessinée n'existe pas en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas repérée en tant que genre et c'est bien plus tardif. Mais très souvent, en fait, on a fait allusion, enfin, on a comparé ce type d'image à la bande dessinée et c'est vrai que ça saute aux yeux, d'autant plus ici avec les vignettes, qu'on a en fait l'alliance de l'image et du texte pour raconter l'histoire. Donc, en fait, il y a plusieurs dispositifs ensuite médiatiques qui fonctionnent, qui anticiperont sur la bande dessinée, même si c'est pas du tout historiquement, c'est pas du tout juste de dire qu'on anticipe sur la bande dessinée. C'est plutôt l'idée que raconter une histoire par le biais de plusieurs images accompagnées de textes. C'est un dispositif médiatique qu'on aura l'occasion de trouver à plusieurs reprises avant l'émergence de la BD, en fait. Mais donc, c'est tout à fait pertinent d'y penser en regardant cette image. Merci, Amélie. Alors, on n'a pas eu d'autres questions, mais je pense que maintenant, s'il y en a d'autres, on vous les relaiera, en fait, Très bien. par écrit. Et voilà, merci Marie-Ève d'être avec nous par écran interposé. Alors, Alors, moi, je ne vois pas Marie-Ève, mais je la salue. merci beaucoup. Donc, pour le cycle qui nous intéresse, on vous donne rendez-vous le 29 mai, donc voilà, dans un petit peu plus longtemps, avec Valérie Stieron de l'Université de Paris 13. Et donc le thème de cette seconde conférence sera consacré entièrement à l'histoire de cette publication hebdomadaire de 1908 à 1914 qui s'appelait L'œil de la police. Voilà, donc encore beaucoup de choses à apprendre. Amélie Chabrier, merci encore et bravo. Merci à vous pour cette pour l'invitation. performance. Merci beaucoup et puis bonne soirée à toutes et à tous et on vous retrouve bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne continuation, au revoir. Merci.